il y a un décalage, à mon sens, entre, et c'est la question première, je pense, pour les populations héritières de l'immigration, c'est qu'on n'a pas compris d'abord à quoi la véritable histoire de l'immigration, à quoi elle a servi, comment elle a été utilisée, comment nos pères ont été non pas exploités comme des pauvres immigrés, etc., ce que la doxa veut nous dire, mais que l'immigration a une fonction très claire dans le système économique capitaliste moderne. Donc on sait, ça c'est ce qu'on appelle la stratégie du dumping social, donc c'est pour faire baisser les salaires à la baisse, et bon, il y a toute une explication qui est connue sur le sujet. On pourrait d'ailleurs approfondir, mais que souvent les populations issues de l'immigration ne comprennent pas. Pense que l'immigration vers l'Europe est une épopée, c'est un exil qui a été forcé, qui a été subi, donc où il y a toute une mythologie autour, des souffrances, et que les politiques de discrimination cumulées au racisme inhérent à la société et à la mémoire et au racisme systémique des cadres et des hauts fonctionnaires de l'État, etc., les relégations urbaines, etc., etc. Donc tout ce mythe, enfin je pense que c'est un mythe, parce qu'on a besoin de mythes pour se forger et se projeter, fait qu'on est enfermé, en tant qu'héritier de l'immigration, dans cette vision-là. Et on ne réalise pas qu'en face, donc les populations autochtones, donc c'est-à-dire les Français qui étaient là avant nous, puisque nous sommes des Français récents, mais il y avait des Français qui étaient là avant nous et qui ont une histoire plus enracinée dans ce pays que nous, ils subissent en silence ce discours qui a été construit, parce que quand on parle d'idéologie dominante ou on parle de discours sur l'immigration, c'est une mécanique, c'est-à-dire qu'il y a d'abord, ça commence par une réflexion intellectuelle, donc un certain nombre de penseurs imaginent des concepts, le multiculturalisme, l'idée que la France serait ontologiquement raciste, voilà, on sait quel rôle BHL par exemple a joué sur ce sujet-là avec ses ouvrages. Donc il y a d'abord une production intellectuelle. Cette production intellectuelle, elle a des porte-voix, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnages qui sont médiatisés et qui élaborent, qui vulgarisent ces concepts, et ensuite un système médiatico-politique à travers des discours, des émissions, une production littéraire, une production cinématographique parfois, relayé ensuite par des mouvements associatifs sur le terrain, qui imposent depuis 40 ans au final une certaine vision qui est la France multiculturelle, c'est en cours de réussite, l'immigration est une chance pour la France, les expressions extérieures de cette immigration qui sont en vérité des expressions culturelles, traditionnelles, folkloriques de ces dizaines de populations issues d'ensembles géographiques culturellement et religieusement différents de la France, font que finalement les Français subissent ça, comme les Européens, et c'est toujours pareil, c'est comme pour les élections présidentielles, c'est que dans les lieux à la campagne où on a le moins effectivement d'immigrés, qu'on a par exemple peut-être voté le plus pour des partis comme le Front National qui avaient une thématique anti-immigrationniste. C'est assez marrant. Pourquoi ? Parce qu'effectivement c'est la représentation qui joue. Et en l'occurrence en ce qui concerne l'islam, on se berce de cette illusion que ce multiculturalisme fonctionne, que l'immigration, bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes, etc., mais que ça va de mieux en mieux, que les musulmans, que l'islam est en train de trouver sa place, puisqu'on a créé un organisme officiel qui va représenter ses intérêts, et que donc naturellement l'apparition des mosquées est un droit, ce qui est effectivement d'un point de vue légal vrai, et on met de côté un certain nombre d'éléments qui sont essentiels à mon sens, c'est-à-dire que en face, nous avons des populations européennes, et en particulier la France, ou les Français, dont l'identité s'est constituée, jusqu'à il y a très peu, en opposition avec ce que pouvait représenter le monde de l'islam. C'est-à-dire que si on remonte très loin, dès l'arrivée de l'islam, 711, les premiers conquérants musulmans traversent les Pyrénées. 732, le mythe de Poitiers, sur lequel il faudrait effectivement faire une longue analyse, mais en tout cas, l'idée de 732 existe. Charles Martel, on l'apprend à l'école, a arrêté les Sarrasins à Poitiers. Donc, de Poitiers aux croisades, de l'imagerie coloniale donc des indigènes dont la France avait une mission de civilisation, donc qui était dans une posture d'être éduqués, etc. Donc jusqu'aux banlieues, la société française s'est souvent construite en partie dans son identité face à ce monde que serait le monde des Sarrasins, puis le monde des indigènes, puis le monde des immigrés. Et ça, c'est un élément objectif. C'est pas parce que on peut dire que c'est pas bien, ça peut être un avis, c'est pas parce que c'est pas bien qu'on doit en faire fi, qu'on dit au nom des droits parce que nous sommes dans une société égalitaire, etc. C'est comme ça et pas autrement. Effectivement, l'idéologie dominante impose ce discours, la loi la confirme, donc on a le droit d'avoir des lieux de culte, cette population immigrée, elle a un cadre légal, elle existe, ça ne se discute pas. Mais le ressenti,
le sentiment d'avoir l'impression dans certains espaces urbains de son pays qu'il y a une substitution de population. C'est une réalité objective. C'est bien ou pas bien, c'est pas le débat. C'est la réalité. Que les Français qui ont été conditionnés depuis très très longtemps. L'Église avait une époque une posture anti-mahométane, puisque pour l'Église de l'époque des croisades, par exemple, c'était le rival politique et c'était le rival religieux. Dans l'inconscient français, dans la tradition française de rapport à l'altérité musulmane, il y a eu cette construction-là, c'est que le sarrasin était l'ennemi. Et du jour au lendemain, on pense que tout cet acquis, cet habitus quasiment, ces réflexes, cette représentation accumulée durant des siècles, eh bien, on pourrait en faire fi avec un simple précepte juridique en disant l'égalité pour tous, le droit à l'expression religieuse, point. Mais le sentiment du franchouillard de base, du gaulois de base, du français enraciné depuis bien plus longtemps, qui a des notions d'islam très réduites, qui souvent, parce que les médias font bien leur boulot, associent l'islam, quand ils voient une mosquée avec des minarets, un dôme à Karachi ou au Pakistan, où des talibans se font la guerre avec l'armée pakistanaise, les images... Pour lui, finalement, ça représente le monde de l'islam. Et que dans sa campagne, j'ai un ami qui a pris le TGV il n'y a pas longtemps, et qui me disait, en revenant donc vers Paris, il passait pas loin de Poitiers, et en plus je connais les promoteurs du projet de mosquée, je les connais depuis très longtemps, ça fait 20 ans, j'ai fait des activités avec eux, je les connais très bien. On est en plein TGV, il y a des centaines de personnes qui le prennent chaque jour, et du jour au lendemain, un beau jour, en regardant par la fenêtre, on a l'habitude de voir un paysage bucolique, la campagne française travaillée par des siècles d'agriculture traditionnelle, puis l'agriculture moderne, donc des paysages de la campagne française, avec soudain une mosquée qui apparaît d'un coup, avec 2 minarets géants, un dôme. Mais le français moyen, le discours purement juridique sur l'égalité, à ce moment-là, ne parle pas au sentiment qu'il a. Il se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible, on est envahi. Effectivement, dans une posture classique de lutte contre les discriminations, d'antiracisme, etc., on dira mais monsieur, c'est horrible ce que vous dites, c'est inouï, c'est ignoble, ils ont droit à leur cul, etc. Mais ce sentiment-là, il existe, il est réel, il est charnel, il est humain. Et là, on peut comprendre ce qu'il en est. C'est que cette altérité qui arrive et qui apparaît brusquement, même si on dit effectivement que l'immigration a une certaine histoire, que ça fait un moment que c'est là, etc., pour le français du quotidien, pour lui, c'est très récent. Ça fait à peine 20 ans. Et réellement, objectivement, en termes de statistiques, dans les années 50-60, il y avait moins de 10 mosquées. Aujourd'hui, on a dépassé les 2000 mosquées. Donc, la mosquée en tant que lieu de culte, c'est à la fois la confirmation d'une sédentarisation des musulmans. Ça veut dire qu'ils vont rester. Donc, c'est quelque part positif. Mais c'est aussi pris dans le sens du français autochtone qui n'avait pas l'habitude de voir ces lieux de culte, comme le sentiment qui lui est confirmé par le réel, quand il va dans certains quartiers populaires, etc., qu'il y a une présence inattendue, soudain importante, de populations qui, a priori, à la fois dans l'inconscient général, comme dans l'histoire, n'ont pas de lien direct avec le territoire français. Et donc, ça crée ce sentiment. Et on ne peut pas jouer avec les sentiments. On ne peut pas être que dans la pure politique ou dans le pur juridisme. Parce que les sentiments, quand le cadre juridique éclate, quand il n'y a plus de principes, de règles, quand il n'y a plus d'égalité, quand il n'y a plus d'état de droit pour pouvoir appliquer ces principes, les gens reviennent à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils ont dans les tripes. Donc si, au quotidien, mon corréligionnaire gaulois de souche, français en tout cas présent avant moi ici, a ce ressenti par rapport à cette visibilité, et que personne ne lui a expliqué, et que ceux qui sont promoteurs de cette visibilité n'ont pas encore théorisé leur enracinement, parce que toute la question est là. C'est que si les promoteurs de cet islam, qui est en train de se construire en France, fonctionnaient avec un logiciel réellement français, j'ai mis d'ailleurs dans l'article 2 images, dans mon article sur votre site, l'image d'une église chinoise, qui a plusieurs siècles, et l'image d'une mosquée chinoise, qui est encore plus ancienne. Et mis à part un léger symbole qui distingue la croix du mini-dôme qu'il y a sur le toit, l'ensemble de l'architecture est une architecture de temple chinois classique. Parce que ce sont des Chinois enracinés, légitimes, qui ont toujours existé, qui ont toujours été là, contre lesquels on ne pourra jamais objecter une non-appartenance à la Chine, qui ont construit ces édifices.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'élite la dirigeante de l'islam en France, c'est encore une population qui est issue effectivement du Maghreb et des pays donc étrangers, et qui fonctionne encore effectivement avec un mode de réflexion dans lequel ils ont été socialisés. C'est évident. Donc il est tout à fait normal qu'ils produisent des mosquées qui correspondent un peu à celles qu'ils ont vues dans leur enfance. Le problème, c'est que pour l'avenir, et la question de fond elle est là, c'est comment peut-on envisager, imaginer un enracinement de cette pratique musulmane qui nous permette demain, bon, ça commence déjà, moi je connais des projets de mosquées ou même des mosquées qui ont été réalisées, par exemple dans ma région natale chez les Ch'tis, j'ai une ville en laquelle je pense particulièrement, dont le projet a été intégralement géré par les jeunes de ma génération, qui ont aujourd'hui entre 25 et 45 ans. C'est une mosquée, c'est une énorme bâtisse qui est en pierre des Flandres, classique, en toit traditionnel. Et on a l'impression que c'est une espèce de grande salle d'activité culturelle classique dans la région. Et pourtant, c'est un lieu de culte. C'est un lieu de culte. Et le lieu de culte, comme sa fonction l'indique, il est d'abord pour organiser le culte. Il n'a pas besoin d'expression extérieure, d'autant plus que le minaret, comme le dôme, est d'abord une architecture orientale, et que le minaret est d'abord une fonction utilitaire, c'est-à-dire la possibilité de repérer le lieu de loin et de prononcer l'appel à la prière. Or, non seulement tous les promoteurs de ces minarets disent tous non, il s'agit pas de faire l'appel à la prière à l'extérieur. Donc, alors que la fonction technique objective du minaret dans toutes les sociétés musulmanes, c'est pour permettre au muezzin de porter sa voix la plus haut possible. Donc, si effectivement, et je pense que c'est vrai, il n'y a pas d'intention de réveiller tout le quartier, comme les identitaires de Bordeaux l'ont fait croire. Effectivement, il n'y a pas d'intérêt à réveiller le quartier, parce que l'appel à la prière, il a une fonction objective, c'est de réveiller les gens. Dans un quartier majoritairement non musulman, il ne s'agit pas de réveiller les gens avec l'appel à la prière dans l'espace public. Mais si c'est le cas, et je pense qu'effectivement c'est le cas, pourquoi mettre un minaret ? Comment ne pas comprendre dans ce cas-là qu'en face, on se dise, mais ok, vous dites qu'aujourd'hui vous n'allez pas faire l'appel à la prière. Ben, qu'est-ce qui ne nous prouve pas que demain vous allez le demander ? Donc c'est véritablement une maladresse pour moi, en termes de démarche, et c'est un non-sens dans la perspective d'un islam enraciné qui correspond à la réalité française. Et c'est dans ce sens-là que je dis, je ne suis pas dans la démarche que beaucoup d'intellectuels musulmans ont mis en avant, en reconnaissant qu'effectivement, théologiquement, le minaret n'est pas une obligation, mais qu'au nom de la défense des droits, etc., on ne peut pas laisser des mouvements dits extrémistes, etc., s'emparer de ça. Ce qui est effectivement, sur le principe du droit, vrai. Mais il faut s'interroger avant. C'est-à-dire que, quelque part, les musulmans ont donné le bâton pour se faire battre. Tout simplement. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que c'est une erreur d'insister sur une visibilité de ce type qui ne peut pas être comprise, d'abord qui n'a rien à faire dans le paysage, clairement, à mon sens, et deuxièmement qui ne peut pas être comprise et qui ne vient que compliquer notre débat qui est loin d'être simple, puisqu'on a déjà beaucoup de choses en amont à expliquer, à expliciter, à clarifier, avant d'en arriver à vouloir discuter sur finalement des éléments qui sont accessoires, puisque finalement c'est un élément accessoire par rapport à la question de fond. En fait, je vais un peu plus loin dans cette démarche que simplement l'idée d'un islam enraciné, parce que tout le monde parle d'un islam de France. Les grands intellectuels musulmans, les grandes associations musulmanes, les politiques, tout le monde dit on veut un islam de France. La question est de savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Parce qu'effectivement, vous aurez aussi des musulmans qui vont vous dire ça n'existe pas, il n'y a pas d'islam de France, pas d'islam d'Algérie, pas d'islam d'Arabie, il y a un islam, c'est l'islam du prophète, l'islam authentique. Ce qui est aussi vrai, parce que l'islam en tant qu'expression théologique originelle avec des fondamentaux en termes de dogmes, en termes de pratiques religieuses, etc., l'essentiel, entre guillemets, a déjà été dit à l'origine. Il est conservé dans les sources classiques et il doit être compris comme les premières générations l'ont compris dans ses fondamentaux. Sauf que l'islam, c'est pas simplement une foi et une pratique ou un dogme, c'est aussi une expression sociale à l'extérieur dans la cité.
Et donc tout le monde dit effectivement, on veut un islam de France, un islam français, un islam, certains parlent d'adaptation de l'islam ou de la théologie musulmane au contexte français, etc. Moi je pense que c'est déjà un débat de retard. Pourquoi? Parce que la question de fond en vérité, elle est, et ça j'en suis maintenant persuadé, c'est qu'historiquement, l'islam n'a survécu d'une part et n'a produit de la civilisation et du génie créatif, en termes d'œuvres, en termes d'analyse théologique, en termes de civilisation urbaine, etc., que lorsqu'il était enraciné dans une culture, dans un terroir, dans une société, avec des racines profondes. Autrement dit, dans des culture déracinée, puisque nous, les héritiers de l'immigration, finalement, nous sommes des héritiers de cette immigration, et on est porteur d'un héritage familial, culturel, folklorique, etc. Et ces résidus de culture fait que dans nos familles, cette mémoire familiale plus ces différents éléments de culture constituent une partie de notre identité. Mais ce ne sont pas des cultures complètes, c'est des restes. Ce qui fait que le jeune d'origine algérienne, le jeune d'origine marocaine, le jeune d'origine africaine, avec la diversité des pays d'Afrique, le jeune turc, etc., sont tous porteurs à la fois d'une mémoire familiale, mais aussi d'un certain nombre d'éléments de culture et de tradition qui constituent une partie de son identité. Mais il est aussi socialisé dans la société française, il a en général été à l'école, il a, pour certains, une culture dite urbaine, des références musicales, etc. etc. Et c'est ce patchwork de sources qui constitue finalement l'identité de la personne. Si j'en reviens à mon postulat de départ, que l'islam ne survit que dans une culture enracinée et forte, ce qui fait que l'islam, malgré les vicissitudes de l'histoire, a survécu dans les Balkans et a produit un islam des Balkans, propre aux Balkans, en référence avec l'anthropologie des gens des Balkans, leurs traditions, etc. Si les premiers Arabes qui sont arrivés en Chine, en Asie, ont fondu ensuite dans les populations asiatiques, mais ont enraciné ce noyau irréductible de l'islam dans ces sociétés, ensuite ces sociétés, parce qu'elles sont pérennes, parce qu'elles ont continué à évoluer culturellement, parce qu'elles ont continué à développer leur richesse culturelle, mais en adoptant le noyau irréductible de l'islam, l'islam s'est sauvegardé et a produit de la civilisation. Or, quand on dit islam de France, on ne dit rien en même temps, parce que pour l'instant, il est rattaché à des populations qui sont porteurs d'une multitude de cultures, qui par définition, même pour ceux qui se disent je suis arabe, il faut préserver nos cultures, parce que bon, les articles ont eu j'ai eu beaucoup de droits, beaucoup de réponses, de critiques, je ne vais pas abandonner le couscous pour le cassoulet, etc. Ce qu'on oublie, c'est que l'islam de France, c'est d'abord un islam avec une diversité ethnique, et donc une diversité d'héritage juridique. Il y a beaucoup de difficultés à pouvoir produire une théologie commune. Quand on a un héritage, par exemple, en droit hanafite de Turquie, quand on a un héritage d'un islam soufi africain, quand on a un héritage d'un islam malékite pur et dur comme ceux de nos parents d'origine algérienne, ou voire même pour certaines populations berbères, un mélange de droit malékite imprégné de droit coutumier. Donc pour pouvoir produire demain un véritable islam enraciné, parce que c'est une nécessité, sinon il va mourir. Il ne peut pas survivre s'il n'y est pas enraciné. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend non seulement, puisque tout le monde parle d'islam de France, qu'on est d'accord sur un islam de France, mais c'est un islam qui est véritablement inséré dans une culture homogène. C'est ce qui signifie, par logique, qu'il doit se détacher, et là c'est vrai que ça soulève beaucoup de débats, de discussions et de ressentiments, et parfois même de violence, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de dire à ces musulmans d'oublier ce qu'ils sont. C'est pas ce que je dis. Je dis que ma génération, par exemple, est déjà socialisée. Elle a déjà une mémoire familiale, une posture culturelle, etc. Mais je ne suis pas obligé de transmettre à mes enfants, ou à mes petits frères, ou demain à mes petits-enfants, l'essentiel des éléments de culture que j'ai acquis par mes parents, qui sont déjà inférieurs à ce que mes parents avaient, par définition, puisqu'il y a acculturation progressive. Le pire dans tout ça, et ce qui est problématique, c'est que cette acculturation, même ceux qui se revendiquent des cultures d'origine, qui se disent arabes, etc., savent pertinemment
que l'acculturation progressive amène les générations à perdre cet héritage. Mais le grand défi et la grande misère, quelque part, c'est que cette acculturation progressive se fait au profit de quoi? Se fait au profit d'une idéologie, d'une conception du monde, d'une représentation, d'une world culture, qui est en vérité celle voulue par le système. Donc, il s'agit finalement de perdre, de subir, parce qu'on ne peut pas faire autrement, progressivement la perte des héritages d'origine, mais pour les remplacer par quelque part des ersatz de culture, des éléments d'identité qui sont très faibles et dans lesquels l'islam aussi ne pourra pas survivre. Parce qu'un islam, si je prends par exemple des références urbaines, une certaine vision, parce qu'on a vécu effectivement dans un espace urbain particulier qui est la banlieue, qui a produit avec des conditions économiques particulières, sociales, la relégation, etc., une certaine forme de revendication, une certaine forme d'art, de musique, etc., qui constitue une partie de l'identité. L'islam qui survit dans ça, ça donne par exemple la fouine. Ça donne un rappeur qui certes se définit comme musulman. Il est dans ses vidéos, on les trouve sur le web, il dit oui, nous le vendredi, on va avec mes potes, on va au Jumu'ah, donc à la prière du vendredi, on fait des do'as, donc il utilise véritablement un vocabulaire théologique, donc on va à la prière du vendredi, on fait des invocations, et il ajoute juste derrière, et le lendemain samedi, avec les mêmes potes, on va avec des filles dans les hôtels, etc. C'est ça, quand je parle d'un islam qui ne peut que perdre en substance et en valeur dans un contexte culturel qui s'appauvrit, parce qu'il n'est pas fort, c'est un exemple pratique. C'est-à-dire qu'on arrive ensuite à combiner une espèce de semi-islam avec une approche semi-gangster, etc. Alors que, si on part du principe que, et là encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas adopté les catégories de ceux qui m'expliquent depuis 30 ans ce que je devrais penser de la colonisation, ce que je devrais comprendre de ce qu'est l'histoire de l'immigration. Toutes ces catégories empruntées imprègnent complètement ma génération et les plus jeunes. Je pense que la majorité des musulmans, quand je parle avec eux, et j'en connais un certain nombre, que ce soit des pratiquants ou des moins pratiquants, dans les milieux associatifs, militants comme dans ceux qui sont moins, pour la grande majorité, on a intégré naturellement les lectures dominantes. L'histoire de la colonisation, ceux qui l'ont écrit, c'est quasiment tous les mêmes. C'est un certain nombre d'intellectuels, avec une idéologie claire, une certaine vision, et une volonté. On n'écrit jamais l'histoire, on ne produit jamais du sens, et on ne produit jamais de la théorie pour le plaisir de la produire. On est influencé par la situation d'où on parle. On parle toujours de quelque part. Donc, l'ensemble de ces catégories font que les musulmans ne perçoivent pas ça. Mais si on revient à nos fondamentaux, les premiers califes avaient adopté ce que j'appelle la théologie de l'anticipation. Ils avaient une vision pragmatique du réel qui était complètement dénuée des sentiments. C'est-à-dire que c'est vrai que si je pense à mes parents, à mes ancêtres, j'ai envie de transmettre un certain nombre d'éléments issus de la culture familiale. Mais en quoi ces éléments de culture que je souhaite transmettre, que je voudrais transmettre d'un point de vue sentimental, sont véritablement un élément positif pour la génération qui arrive? Un des grands califes de l'islam, les 4 premiers califes qu'on considère chez les musulmans qu'ils sont la référence ultime en termes de direction, de gouvernance politique, l'un d'entre eux disait quelque chose de très fort. C'est un arabe, issu des grandes tribus arabes, et il s'adressait à ses contemporains, c'est-à-dire il s'adressait non seulement aux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire aux compagnons qui ont vécu avec lui la révélation, donc qui avaient la même compréhension de l'islam que lui, et il s'adressait aux nouvelles générations, en leur disant, comme conseil et recommandation, donc ce n'est pas un texte théologique, mais c'est une vision pragmatique, donc c'est cette théologie de l'anticipation, il dit, n'éduquez pas vos enfants comme vous avez été éduqués, ils sont nés pour une époque qui n'est pas votre époque. Et ça, c'est la clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces populations nouvelles qui arrivaient, c'est leurs enfants, donc, la 3e génération, donc la 2e génération après les compagnons, allaient arriver dans une société musulmane qui n'était pas la société tribale de l'époque prophétique, mais qui allait devenir un empire, qui allait absorber la Perse, qui allait absorber la Syrie qui avait 10 000 ans d'histoire, qui allait absorber l'Égypte, qui allait s'étendre jusqu'aux frontières d'Europe. Donc la génération qui allait vivre dans ce nouvel espace musulman n'était pas la génération qui a vécu à la Mecque et ensuite au maximum donc dans des frontières qui étaient liées à la péninsule arabique et qui avaient un contexte autre. En conclusion, il s'agit de substituer les terreaux culturels dans lesquels l'islam s'enracine. Donc, pour qu'il puisse survivre, parce qu'à mon sens, en tant que musulman,
l'essentiel pour nous, la question suprême, c'est pas tant la discrimination, la mémoire de la colonisation, les luttes qu'on nous présente comme étant les luttes essentielles pour les populations héritières de l'immigration. À mon sens, il y a un seul objectif unique, suprême et absolu, c'est comment, sauvegarder le noyau irréductible de l'islam, parce que c'est ça parce que c'est notre cœur c'est la clé pour notre vision du monde, parce que si c'est pas ça qui est important, et que l'islam est secondaire, dans ce cas ça pose plus de problème. On est français tout court, on peut être laïque, athée, catholique, sans religion, donc ça pose pas de problème en soi. Aujourd'hui, la question des minarets revient à l'islam, donc c'est toujours la question centrale à mon sens aujourd'hui, c'est la question sur laquelle il va falloir résoudre la problématique en une seule fois. Donc, si on part du principe que c'est notre priorité absolue, et que notre postulat qui est que l'islam ne subsiste et ne produit de la civilisation que dans un terreau culturel homogène et fort, ça signifie qu'il doit quitter très vite, c'est-à-dire au 1er janvier 2010, pour les générations de demain, les terreaux culturels d'origine, hérités, empruntés, exilés, pour un nouvel espace culturel qui est l'espace français, qui de toute façon sera l'espace majoritaire pour nos descendants demain, puisque même ceux qui s'attachent à l'altérité d'origine, aux cultures d'origine, savent que ça va disparaître avec le temps. Donc autant provoquer rapidement les événements, on n'a plus le temps, vu les enjeux qu'il y a derrière, vu ceux qui travaillent à la destruction de ce projet. Et donc il faut pouvoir l'enraciner dans un terreau culturel qui est finalement le terreau français, la culture, les traditions françaises, moi qui suis parti à la campagne pour justement fuir la vie urbaine et ses inconvénients, est beaucoup plus accessible. Je m'occupe notamment d'enfants à travers le scoutisme par exemple, et il est beaucoup plus aisé pour des musulmans vivant en province ou à la campagne de s'intéresser aux pratiques culturelles locales, aux comices agricoles, à la gastronomie locale, aux traditions je vais très loin même, j'intéresse mes enfants aux patois locaux. Je pense que apprendre un patois local a plus d'importance en termes d'enracinement pour un enfant issu de l'immigration que sauvegarder, et là je sais que ça ne va pas faire plaisir, mais c'est la réalité, que sauvegarder les langues d'origine ou les dialectes d'origine qui ne produisent qu'une mémoire familiale qui se fragilise avec le temps de toute façon, alors qu'un patois enracine réellement. Et donc ce terreau culturel, ces références, c'est effectivement ce qui fait la France, et non pas la France d'aujourd'hui ou la France telle qu'elle a évolué, mais il s'agit des fondamentaux. Donc d'abord bien sûr la langue. On ne peut pas s'identifier à un pays sans passer par la maîtrise de la langue et ses références littéraires essentielles. Donc il s'agit non pas d'orienter les enfants issus de l'immigration vers des styles littéraires pauvres et réduits, comme on le fait aujourd'hui avec les musiques actuelles, mais il s'agit de les relier à toute la tradition littéraire française qui va les imprégner durant leur enfance, dans lesquels ils vont se socialiser, donc les textes qui vont bercer leur enfance, dans lesquels ils vont se construire leur imaginaire, et c'est comme ça qu'on devient français, à travers donc ces références, d'abord littéraires, une certaine histoire qu'il faut comprendre. Bien entendu, ils n'auront pas la mémoire comme les Français qui étaient là avant, la mémoire des ancêtres, les références historiques, enfin ils n'ont pas la même histoire, puisqu'ils viennent se greffer, mais ils peuvent partager à la fois cet héritage on va dire littéraire. Ils vont partager aussi, et c'est essentiel, un certain désir de vivre ensemble. Et ça c'est déterminant, c'est-à-dire que je suis ici, mais je ne suis pas ici pour rappeler ma différence constamment, pour en faire un élément de subversion, mais je partage un héritage culturel commun qui me rend ton semblable, et je peux donc me projeter avec toi dans l'avenir, avec bien sûr un certain nombre de spécificités, notamment ma foi. Donc si cet islam, on l'enracine dans ce terreau culturel fort, avec notamment, parce qu'on ne peut pas le faire partout, en zone urbaine c'est plus difficile qu'en zone rurale, ce désir donc, l'héritage littéraire, le désir de vivre ensemble, et aussi une certaine représentation, parce que je donne souvent l'exemple de l'informatique. Il faut qu'on soit tous sous Windows. Après, chacun, bien sûr, peut dessiner l'écran de son ordinateur avec un papier peint différent. Mais le système de représentation, le système de fonctionnement est le même. C'est pour ça que d'ailleurs, tous les théologiens et les intellectuels musulmans qui essayent de travailler sur la présence de l'islam en Europe, etc., produisent des choses intéressantes. Mais on voit qu'ils ne sont pas sous ce fameux Windows.
On a notamment un grand philosophe tunisien qui écrit quelque chose de très intéressante. Il vient de sortir un récent ouvrage l'année dernière. Et il parle justement de dialogue, il parle de capacité de coexistence, etc. Donc il est déjà, il s'intègre déjà dans un extérieur qui n'est pas encore abouti. Alors qu'il s'agit là de partager dès le plus jeune âge un même espace pour pouvoir produire ensuite du sens de la civilisation. Donc je disais, partager une certaine idée de la France, une certaine histoire, une représentation du monde, des outils d'analyse sociologique, philosophique, etc. Donc ça veut dire apprendre, comprendre et maîtriser les grands auteurs, les intellectuels français, être baigné des références en sciences sociales, etc. Et c'est comme ça qu'on construit un Français, avec bien entendu l'ensemble des pratiques, on va dire gastronomiques, culturelles, folkloriques, etc., qui sont celles du lieu où on vit et qui nous identifient au lieu où on vit. Effectivement, pour quelqu'un qui est issu de l'immigration, par exemple comme moi, qui n'a pas vécu intégralement l'ensemble de ces éléments, on a naturellement, sentimentalement, envie de transmettre à nos enfants ce que nous avons été. Mais ça, ce n'est pas un choix pragmatique, c'est un choix affectif. Et en sachant pertinemment que ce qu'on va transmettre va s'appauvrir. Ça n'a donc, c'est voué à l'échec par définition. Donc voilà ce que j'aurais pu dire pour l'histoire, l'idée d'enraciner l'islam. Mais avant d'enraciner l'islam, il faut pouvoir effectivement savoir si le terreau est de bonne qualité. Malheureusement, le terreau culturel français et la société française aujourd'hui n'est pas, on va dire, le humus le plus riche pour pouvoir accueillir cette graine de l'islam. Alors concernant l'idée du patriotisme, être patriote, c'est le sentiment le mieux partagé au monde. Et c'est le sentiment le mieux partagé au sein même des populations issues de l'immigration par rapport à leur pays d'origine. C'est-à-dire que malgré qu'elles ne vivent pas là-bas, malgré qu'ils n'ont qu'une mémoire d'héritage, un héritage lié à leur pays d'origine, il suffit de voir les matchs de football, etc. Cette idée d'avoir un sentiment charnel, fort avec le pays où on vit et s'identifier à sa symbolique extérieure, ses drapeaux, son hymne, etc. C'est quelque chose qui est le mieux partagé au monde. J'ai été moi en Égypte par exemple, dans quasiment toutes les écoles égyptiennes, les enfants non seulement chantent l'hymne national le matin, ils saluent le drapeau. Moi, dans mes activités scouts, par exemple, mes gamins, je leur fais lever le drapeau français, je leur fais saluer en salut scout le drapeau français. Parce que c'est le drapeau de leur pays. Après, effectivement, pour quelqu'un qui a été baigné du discours antiraciste, etc., comme quelqu'un de ma génération, ça fait presque facho de saluer le drapeau français. Alors que c'est le geste le plus naturel qui soit au monde. Dans tous les pays du monde, les gens saluent leur drapeau. Et il semblerait que seuls les Français n'aient pas le droit. Donc, et cette vision-là, ou en tout cas ce réflexe-là, les populations issues d'immigration et de confession musulmane en grande partie l'ont aussi intégré. Moi j'ai un ami qui est turc, qui est marié avec une turque, il est pratiquant, musulman pratiquant, il va en Turquie souvent, il a des amis là-bas qui sont turcs, qui aiment leur pays, donc il n'y a pas plus nationaliste que les Turcs, et patriotes que les Turcs. Les Turcs, ils ont des autocollants sur leur voiture, il est écrit la Turquie tu l'aimes ou tu la quittes. Un slogan comme celui-là est en France considéré comme étant 100% raciste, alors que c'est des autocollants que les jeunes Turcs ont sur leur voiture naturellement. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas survivre, se projeter dans l'avenir si on n'a pas une relation forte avec son pays et si on n'apprend pas à l'aimer et donc potentiellement aussi à le défendre. Et je pense aussi, de ce point de vue-là, que les musulmans peuvent jouer un rôle déterminant dans la revivification d'un certain patriotisme, d'un certain rapport à la nation, qui est la leur, la nation française, qui, à mon sens aujourd'hui, est la voie ultime et la seule alternative possible en termes de résistance face au véritable ennemi, qui n'est pas le racisme, qui n'est pas le néocolonialisme, pseudo-néocolonialisme que certaines élites françaises auraient, etc. C'est absurde. Le véritable ennemi principal, il s'appelle le mondialisme, c'est-à-dire l'idéologie qui accompagne la mondialisation, qui est un phénomène naturel, économique, historique, d'accélération des échanges. Ce mondialisme est une idéologie très simple, qui consiste à voir le monde comme un immense marché. Et comme toute logique marketing, plus on standardise les consommateurs, ou le comportement des consommateurs, mieux on vendra. Donc il s'agit finalement de McDonaldiser le monde. Et aujourd'hui, la seule façon de résister, c'est de sauvegarder les patrimoines culturels locaux, d'une part, et de résister à ce modèle unificateur. Et je pense que les musulmans ont un rôle déterminant, puisque aujourd'hui, ce mondialisme il s'exprime à travers deux axes,
à travers une double démarche. Il y a d'abord un système d'oppression militarisé, donc c'est les bots, c'est le bruit des bots, et un modèle économique uniformisant, c'est McDonald's. Or aujourd'hui, qui résiste le mieux aux bots, aux chars d'assaut envahissantes et destructrices que sont l'arme américaine, puisqu'aujourd'hui c'est l'Empire américain qui porte le mondialisme en tant que système idéologique. Ce qui résiste aujourd'hui le mieux à la fois à la dimension militaire de ce mondialisme et à sa dimension économique, eh bien c'est le paysan irakien ou afghan. Le paysan irakien ou afghan, il est habillé avec son camis traditionnel, il a sa vieille pétoire avec laquelle il résiste contre le M16 américain, donc il est au premier front de la résistance militaire à ce mondialisme armé, et il résiste à l'hamburger à travers sa galette irakienne et ses dattes de bédouins qu'il mange quand il est planqué derrière un rocher en attendant le prochain bombardement. Donc les musulmans dans leur pays d'origine sont au front de ce mondialisme destructeur, et je pense que nous les musulmans qui sommes ici en Europe et particulièrement en France, nous avons une occasion unique de régénérer ce patriotisme, parce que comme nous sommes français récents, eh bien, l'exemple du patois que je donnais tout à l'heure, les Français ont abandonné leurs patois locaux. Moi, je sais que par exemple, chez moi dans le Nord, dans certaines mosquées, des jeunes de ma génération racontent des blagues en patois au sein de la mosquée. Ce qu'on faisait encore dans certains bistrots et qu'on ne fait plus. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en tant que musulmans, donc français récents, en assimilant rapidement, en tout cas pour nos enfants et nos petits-enfants, les fondamentaux des traditions locales et ce qui fait les identités enracinées locales, en les absorbant, même celles qui semblent être désuètes, anciennes, démodées, eh bien, on accélère en vérité notre appartenance, on récupère notre passif, on comble notre passif du fait de notre essence, et en même temps, on a un rôle déterminant dans ce cas-là pour régénérer le patriotisme et aimer la France et dire vive la France, parce que finalement, un enfant d'immigré qui dit j'aime la France et qui est patriote, l'insulter de facho et de raciste, ça serait le comble. Donc je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, au nom de l'islam encore une fois, parce que l'islam, même si effectivement l'idéal islamique califal, c'est d'unifier des nations qui ont adopté l'islam comme système de vie, ce qui est cohérent quelque part, c'est-à-dire que l'idéal islamique d'unifier les nations musulmanes au sein d'un même État fort et puissant, avec un islam qui transcenderait ces nations, mais qui préserve les altérités, c'est-à-dire que même dans ce que les identitaires reprochent à cet islam soi-disant conquérant, c'est-à-dire que même dans le modèle califal, supranational, etc., il est supranational sans destruction des nations, puisqu'il préserve l'intégralité des altérités, et c'est le cas historiquement. Et bien même dans cet islam soi-disant mondialiste, internationaliste, etc., les nations sont préservées. Et les nations, dans la vision musulmane, pour en revenir encore une fois à l'idée que c'est à nous de produire nos catégories d'analyse. Je ne veux pas que Besançon m'explique ce que je dois penser de la nation. C'est à moi de dire qu'est-ce que mes références légitimes, historiques, célestes me disent de la nation, les nations, les peuples, les tribus. C'est une volonté dans la création divine, il y a une diversité voulue. Cette diversité, elle se reflète dans les espèces végétales, dans les animaux. Et l'organisation de l'humanité qui provient, rappelons-le, d'un seul homme et d'une seule femme. Donc nous avons réellement un lien de fraternité humain avec le monde, mais pas une citoyenneté absurde, universelle, mais l'idée qu'on vienne tous du même homme et d'une même femme n'empêche pas non plus le fait que dans la théologie musulmane, la tradition musulmane, dans la volonté de création divine, Dieu a voulu une diversité des peuples, avec une finalité absolue qui est l'entreconnaissance. Et on ne peut pas s'entreconnaître entre peuples si on ne préserve pas nos différences. Et pour préserver ces différences, ça sous-entend un territoire, des frontières, une culture, des traditions, un enracinement. Donc l'islam, en tant que mode de vie, pour des populations minoritaires comme les nôtres, ne peut que aller dans le sens de préserver une nation avec son histoire, son enracinement, ses frontières, ses racines. Et donc, finalement, d'être patriote pour pouvoir préserver tout cela. Donc, pour moi, c'est complètement cohérent. C'est une conclusion après 20 ans de parcours associatif, après des années de questionnement. Mais j'en arrive aujourd'hui à cette conclusion. Et le pire dans tout ça, c'est que, comme le temps urge, on se doit d'imaginer les structures d'imaginer la structuration mécanique qui va permettre de faire descendre ces concepts purement théoriques vers du réel.
c'est-à-dire à travers, quand je dis je m'occupe d'enfants et je fais du scoutisme, c'est parce que je crois que c'est une des voies qui nous permet de descendre ces éléments purement théoriques vers du pratique et du réel. Et moi, je sais que les gamins que je gère au quotidien, et plusieurs fois par semaine, par mois, ils me le disent, quand ils entendent un nouveau mot en langue française, la première question qu'ils me posent, c'est de savoir est-ce que c'est du bon français ou est-ce que c'est du français médiocre. Et j'ai l'impression aujourd'hui, malheureusement, que le système éducatif scolaire français va vers l'inverse, c'est-à-dire promouvoir la médiocrité dans le vocabulaire, alors que nous devons, je pense, transmettre l'idée que la langue, c'est un support, c'est une richesse, et qu'il faut préserver l'érudition et le niveau de langue. Donc voilà pour la question du patriotisme, qui n'est ni du fascisme, ni du nationalisme de l'entre-deux-guerres qui est exacerbé, qui pouvait mener au conflit, mais qui aujourd'hui, a priori, le cadre national étant le cadre, a priori, le plus efficace pour préserver les identités, pour résister au mondialisme, et en tant que musulman, je pense, le cadre le plus favorable pour insérer définitivement l'islam dans les terres d'Europe et de France, parce qu'on ne peut pas être égoïste et considérer que cette foi, là, ce qui est intéressant, c'est que dans ma démarche et dans mon discours, tout est clair, il n'y a rien qui est caché dans l'armoire. Tout est clair, c'est-à-dire que je dis que c'est la voie la plus cohérente pour que l'islam soit connu en tant que religieux. Comme c'est une spiritualité universelle, tout le monde y a droit, au nom de quoi nous devrions conserver l'islam dans un carcan culturel et empêcher les Gaulois d'origine s'y intéresser. Les Français dits de souche ont droit aussi de s'intéresser à l'islam, de savoir ce que c'est réellement. Et c'est pas Patrick Poivre d'Arvor d'expliquer aux 20h ce qu'est l'islam.